Bonjour et bienvenue dans City Mag, le podcast, un espace qui donne la parole à celles et ceux qui impactent et qui façonnent notre société. Dans ce cadre intimiste et bienveillant, nous échangeons sans langue de bois sur leur parcours, mais surtout sur ce qui les anime et fait d'eux des personnalités uniques dans leurs domaines respectifs. Alors, en matière d'écotourisme, les domaines Bini, dont le premier a été ouvert en 2016 au kilomètre 51 sur l'autoroute du Nord, sont une référence, sinon la référence. Derrière ce concept novateur, un homme à la fois avant-gardiste et attaché à ses traditions qui a tout simplement répondu à l'appel de sa terre natale alors qu'il vivait en Occident. Aujourd'hui, il fait découvrir aux Ivoiriens et au monde les richesses naturelles et culturelles de notre pays. Monsieur Jean-Marc Bini est venu nous saluer, comme on le dit chez nous, dans City Mag, le podcast. Alors, Monsieur Bini, Oui, dans le respect de nos us et coutumes, nous ne oui, pouvons commencer ce podcast sans que je d'accord. ne vous demande les nouvelles. Ok, ben, les nouvelles sont bonnes. Oui, Euh, Aujourd'hui, c'est vendredi, et puis nous avons décidé de passer vous dire bonjour. Ça, ce sont les premières nouvelles. merci beaucoup. Ok, Merci pour ces nouvelles. je vous en prie. Alors, justement, quelle place a la tradition dans votre vie? Alors, je peux dire que la tradition est un carrefour, hein, une Mhm, plaque tournante dans notre vie parce que dans cette tradition, nous avons été éduqués dans cette tradition par nos parents et avec le temps, j'ai vu que il y avait des valeurs cardinales que contenait cette tradition mhm. et que c'était positif dans un monde aujourd'hui un peu galopant, on ne sait plus trop qui suivre. Et moi, la partie de ma vie jusque-là, j'ai vécu et survécu Mhm, en essayant d'appliquer ces petits enseignements de la tradition que nous avons eue mhm, et en observant, en posant des actes qui nous permettaient de pouvoir souvent s'en sortir dans des situations un peu complexes. mhm. Donc pour moi, c'est vraiment prépondérant. Elles ont de la valeur, mais elles sont aussi utiles. Elles sont même plus que utiles. Elles ont de la valeur et elles sont plus que utiles. La preuve, en essayant de respecter ces traditions, ces us et coutumes, et en décidant de retourner simplement en gardant mes valeurs Mhm. liées à ce qu'on nous a appris à l'école, peut-être avec la religion et puis la tradition, euh, je me retrouve à une situation aujourd'hui très heureuse à laquelle je ne pensais pas du tout. Tout Mais à moi, j'ai fait. voulu garder mes valeurs et puis oui, voilà ce que ça donnait. Donc, qui est mieux placé que moi pour dire que cette tradition est importante? Voilà. On va parler de ce parcours incroyable et de ce choix de vie que vous avez fait. Oui. Mais moi, j'aimerais savoir, avant qu'on ne rentre vraiment dans le vif du sujet, Mhm. qui est Jean-Marc Bini en dehors du fondateur et du boss des domaines Bini? Jean-Marc Bini, c'est un monsieur très simple euh, qui aime la nature. Mhm, Et puis, et- je vais dire, moi, j'aime la convivialité et j'aime que tout le monde soit à l'aise avec moi et j'aime que les gens soient heureux et j'ai des valeurs que mhm. je respecte, que je ne négocie pas. Mais c'est pas des valeurs, je veux dire, c'est pas des trucs qu'on montre comme ça. C'est avec le temps qu'on découvre ces valeurs en moi parce que ce sont des valeurs qui te permettent de... Ça te prend beaucoup de patience. Tu peux sembler être perdant ou être stupide ou ne rien comprendre. Mais au Et bout du puis, à compte, l'autre bout, on se rend compte que finalement, il savait ce qu'il faisait. oui, Voilà, voilà. Donc, d'accord. Donc, vous êtes marié, vous êtes père d'une magnifique petite fille, oui. une grande fille quand même, hein, Bon, on va dire elle maintenant. a 15 ans maintenant, oui. Quels sont les moments de qualité que vous passez avec votre famille? Comment vous passez votre temps libre Bon, avec eux? je suis très familier, hein, et puis, on va dire, avec le domaine Bini, la famille a toujours été présente. Ma Mhm. fille a grandi pratiquement dans les domaines Bini. Ouais. Et puis, l'objectif pour moi de soi, c'est de se retrouver à la maison et puis vivre le plus simplement possible. Puis entendre ma fille parler, crier papa, papa. Bon, moi, je suis comme. C'est Voilà, une belle mélodie. voilà, une belle Vous aimez mélodie. voyager également? J'aime beaucoup voyager. Et sauf que c'est des choses que je savais pas que j'aime. C'est-à-dire que c'est ça aussi dans nos traditions. Il y a
il y a des aspects qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à se définir. Donc, on pense selon les normes européennes. Donc, des fois, on pense qu'on n'est pas ce qu'on est. On ne sait pas qu'on est ce qu'on est. Donc, je ne savais pas que j'aimais voyager, hein. C'est depuis quelque temps. Finalement, maintenant que j'ai des indicateurs qui me permettent de mettre des noms sur des choses, oui, j'aime vraiment. Je suis un aventurier, j'aime l'aventure, j'aime découvrir. Voilà. Il y a environ 20 ans, vous Mhm. émigrez au Canada et c'est là-bas que vous viennent les prémices, on va dire, de cette vision du domaine Bini. On va y revenir, mais avant cela, Oui, comment c'était avant le Canada? Vous étiez un jeune Ivoirien oui, qui profitait de la vie, oui, qui profitait de son environnement. oui. Comment était votre enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que vous partiez au Canada? Bon, ben, j'ai eu une enfance, on va dire, assez équilibrée quand même. Mhm. Un enfant de cocody et j'ai pu vivre avec toutes les classes, toutes les Social? couches sociales, Ah oui. donc des plus grands aux plus petits. Ensuite, et vous savez que dans ce milieu-là, les parents nous inscrivent partout. Vous allez, si vous allez faire enfant de cœur, pas, oui, enfant de cœur ou bien cœur vaillant, vaillant ou bien scoutisme et tout. Oui. Donc, j'ai eu à me frotter au scoutisme. Et comme je disais tantôt, c'est des choses qu'on ne sait pas qu'on aime et ça nous Mhm. a permis de se retrouver avec des amis et on aimait l'aventure. Ensuite, adolescent, j'ai participé à un club appelé Club Ivoiro-Français. Oui. Ouais, donc, à l'époque, il n'y avait pas les écoles françaises. Donc, Mhm. et c'était un club qui réunissait tous les Ivoiriens, Français ou étrangers qui vivaient, les jeunes Ivoiriens élèves. Et ça nous permettait, nous, la mission, c'était de découvrir la Côte d'Ivoire Mhm. dans toute sa plénitude. Et moi, souvent, j'occupais le poste de chargé de mission. Et chaque année, dans la période de février, les congés de février, Mhm. on découvrait une région. Et c'est comme ça que j'ai Vous avez découvert une exploré la bonne, Côte d'Ivoire. explorer la Côte d'Ivoire, mais vraiment de fond en comble, là. On a fait Mans, j'ai découvert Mans, San Pedro, Bondoukou. Ça, aussi, c'est une partie de ma jeunesse. Mhm. J'ai fait de la planche à voile quand j'avais commencé à travailler à la banque. C'était mon hobby, hein, la planche à voile, où il se trouve le quatrième pont. Oui, et vous étiez banquier donc. Vous Oui, travailliez en très, banque. très tôt, hein, dès l'âge de 21, 20, 21, je sais plus, Mhm. on travaillait, c'était les banques d'État et pendant plus de 5 ans, on travaillait dans ces banques et je continuais la formation tous les soirs de 17h30 à 21h et tous les samedis de 8h30 à 15h parce qu'à cette époque, il n'y avait Mhm. pas de diplôme de banque qui étaient enseignés dans les grandes écoles. Donc, D'accord. pour pouvoir passer ces diplômes de banque, il fallait forcément travailler dans une banque. Donc, je rentre avec un diplôme comptable et puis, bon, ben, juste à ce que l'État décide de fermer les banques, tout ce qu'il y avait comme diplôme de banque, ben, moi, je les ramassais. J'avais ce temps-là et puis j'aimais Oui. bien acheter des livres à la librairie par terre sur l'économie, toutes Mhm. sortes, l'assurance qualité, des choses comme ça, voilà. Mais mon hobby, les week-ends, c'était de faire de la planche à voile. Donc, le quatrième pont que vous voyez là, c'était là se trouvait Oui. notre base pour naviguer sur la lagune. Donc, je connaissais déjà toute la lagune ébriée jusqu'à Grand D'accord. Laou, hein, en passant par Jacquesville. Et donc, toute cette accumulation, et puis j'arrive au Canada, comme on dit, Mhm. puis je me rends compte que, bah, à l'époque, je ne savais pas que c'était quelque chose de sublime, ce que je faisais. Moi, je le Mhm. faisais parce que j'aimais ça. Vous vous Et rendiez pas compte de la richesse en voilà, fait de cette de ce que vous richesse-là. aviez. Voilà. Donc, mon vécu au Canada, j'étais comme pas dépaysé. Puis, je voyais des gens qui avaient le moyen, qui cherchaient tout à fait des pique-niques. Les week-ends, vous voyez sur l'autoroute des camping-cars, des voitures des voitures qui traînent leur Les bateaux ou camping, les des vélos. bateaux, des vélos. Derrière, il y a vélo, moto, Oui. ou bien c'est le car même qui est la maison. Ben, je ne comprenais pas. Ils disent, où ils vont tous ces gens? Ils disent, ben, le Canada est grand, on n'a pas le temps d'attendre des chambres, d'hôtels et tout. Donc, je vais, en fonction de ce que je veux faire le week-end, j'attelle mon bateau, Mhm. mon camping-car et tout. Et je voyais la nature qu'on visitait. Bon, beaucoup de sapins, beaucoup d'érables. Et puis, quand je comparais avec la forêt de Côte d'Ivoire, je disais, mais bon, mais Mais on a tout ici. si c'est ce que vous voulez, moi, j'ai mieux chez moi. Chaque Mm. fois, je voyais que j'avais mieux chez moi. Et je voyais les similitudes avec des valeurs qui prenaient sur l'écologie, sur toutes ces choses. Moi, je les voyais en parallèle avec nos us et coutumes, nos forêts sacrées, nos bois sacrés, nos saints sacrés. Bon, je me disais que, bon, en fait, on ne nous apprend rien, mais sauf que nous sommes ignorants de notre savoir. On a tellement de savoir qu'on ne sait pas qu'on a du savoir. Mhm. Donc, c'est là est venue l'inspiration en disant, ben,
Si c'est ce que vous voulez, moi, j'aime mieux chez moi. Et donc, est-ce que c'est ça qui crée le déclic ou il y a eu d'autres éléments? C'est ça qui crée des déclics et puis les autres éléments, économie, comment on appelle, consommation galopante et Oui. tout. Bon, finalement, on cherche l'argent. Pourquoi? Ben, c'est comme, je me sentais pas à l'aise avec. Pour moi, c'était pas ça l'objectif, puisque déjà, j'avais ce vécu-là. Mhm. Et je voyais que eux-mêmes, quand ils se battaient, c'était à propos de dire, je m'en vais passer un mois au Cambodge ou bien à Cuba, tout ça. Mhm. Mais bon, non, franchement, voilà. Donc ça crée vraiment le déclic. Je me suis dit, ben, je vais pas rester là-bas à -20, Mhm. -30, voire même Ah, il fait -40 degrés tellement pour froid assurer là-bas. mon équilibre social et financier, Oui. sachant que la vie que je menais se trouve être la vie que toute personne qui a un certain niveau Mhm. en Occident cherche à mener. Quand ils font tous ces grands voyages, c'est pour aller vivre dans la nature. Alors que À moi, un j'étais coût plus déjà un élevé en expert plus. de la nature sans le savoir. Et ils le font à un coût beaucoup plus élevé À que un coût lorsqu'on est beaucoup plus ici et qu'on élevé, le voilà. fait Voilà. Et quand les gens, à les notre amis voulaient échelle. venir en Côte d'Ivoire, je disais non, non, allez-y dans d'autres pays parce que j'étais pas trop sûr de tout ce qui se passait Mhm. dans mon pays. Puis bah, j'ai décidé de rentrer et puis passer à l'action. D'accord. Et comment votre famille réagit justement quand vous arrivez? J'entends votre famille nucléaire, donc Oui, votre fille avait environ 5 ans, c'est oui, ça? c'est ça. Comment est-ce qu'elles réagissent? Comment ça se passe quand vous arrivez ici? Elle réagit bien parce que du côté du Canada, et cette famille a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Je veux dire, moi j'avais déjà des valeurs, donc Oui. je refusais de. J'aimais une très bonne partie. Le Canada m'a bien éduqué pour me permettre de reconnaître mes certaines valeurs, Mhm. mais je n'acceptais pas un certain nombre de choses. Donc, Vous étiez entrepreneur là-bas, hein? oui, oui, j'étais entrepreneur Mhm. là-bas aussi et je voyais que les gens étaient intéressés par ce que je faisais. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose que je faisais tout, j'étais toujours un peu hors norme. Mhm. Donc, le fait d'arriver en Côte d'Ivoire, de commencer le domaine Bini, ben, la famille a vu que j'avais trouvé vraiment ma voie. Mhm. Voilà, donc on me sentait épanoui et tout. Et voilà, donc le soutien arrivait automatiquement. Voilà. Et la famille ici j'entends votre maman par exemple, Oui, qui ma était maman encore aussi, qui ici? était encore vivante, mais ça peut être aussi l'un des facteurs Oui. euh, qui a apporté un coefficient un peu plus élevé pour que je rentre. Mhm. Parce que on va tous à l'extérieur pour chercher fortune. Est-ce que tu vas attendre un jour, on va te dire, ben, ta mère n'est plus là, tu n'as pas pu faire fortune, puis tu arrives, et puis bon, non. Mhm. Moi, j'ai préféré rentrer aussi, ça m'a aidé aussi pour finaliser ma décision, pour être aussi pas loin d'elle et puis l'assister. On ne sait jamais. Puis bon, si tu n'as pas pu faire fortune, mais au moins tu es avec elle. Si tu Oui. as pu faire fortune, ben, elle va profiter. Donc, Et elle a pu vous voir concrétiser votre idée? oui, elle a vu que j'ai concrétisé mon idée. Bon, aujourd'hui, si vous me demandez, vu ce qui s'est passé, je me suis dit, ben, je me dis, ben, peut-être j'aurais dû concrétiser tout doucement et puis elle allait toujours être là pour se dire, mon fils n'a pas encore trouvé sa voie parce que Mhm. j'ai eu l'impression que dès qu'elle a senti que j'ai trouvé ma voie, ben, et que j'étais tout le temps avec Dame Nature, ben, elle m'a confié à Dame Nature et puis elle est partie. Mhm. Voilà, donc c'est la partie qui fait un peu mal parce qu'on aurait voulu qu'elle profite de tous ces domaines bénis, la faire voyager, voilà, pour Mais prendre je ce. suis sûre qu'elle voit tout ce que vous accomplissez Merci et bien. qu'elle est très fière. À quel moment vous vous êtes dit: «Je suis en train de créer quelque chose de grand, quelque chose peut-être qui me dépasse même»? On va parler des débuts qui n'étaient pas très faciles, hein, parce que Oui, souvent on pense que c'est du jour au lendemain comme ça, mais c'est un processus. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous arriviez à ce point de vous dire: «Waouh, j'ai fait quelque chose là»? bon, peut-être, je ne sais pas si je dois aller en arrière ou en avant, mais toujours est-il que, euh, Commençons par le début. Quand de vous début, arrivez moi, j'arrive vraiment avec beaucoup d'assurance. oui. C'était pas par tâtonnement, parce que peut-être que, en parlant j'ai eu une coach Oui. en, comment on dit ça, coaching d'entreprise, si vous voulez, Mmh. De développement personnel de aussi? développement personnel Mmh. qui devait faire, qui devait avoir, faire sa thèse Mmh. et elle avait besoin d'un sujet. On était au Canada et puis moi, j'étais le sujet. Vous voyez, donc elle a fait toute sa thèse autour de ma personne Mmh. pendant 6 mois. Et donc, D'accord. franchement, elle m'a disséqué carrément, on va dire, elle m'a permis de connaître
de me connaître. Mhm. Et je lui ai dit, à la fin de de son étude, Mhm. elle m'a donné une fiche technique. Elle m'a dit qui j'étais. Et fort de cela, en venant en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais douté jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle m'a dit, Monsieur Bini, et ça, c'est peut-être le petit secret aussi. Elle me disait, bon, je vais vous dire qui vous êtes aujourd'hui. Et puis, Mhm. à partir de là, on se sépare parce que j'ai fini. J'ai dit, OK. Elle dit, ben, vous êtes innovateur. Mhm. Ben, à cette époque, je ne pensais pas au domaine Bini. Mais je sentais que je faisais des choses toujours hors normes. Mhm. J'ai dit, comment elle dit, mais vous parlez de choses qui existent, mais qui n'existent pas. Vous faites des choses. Donc, la moitié des gens peuvent ne même pas vous comprendre parce qu'ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et ceux qui vous font confiance, bah, ils vous font confiance, mais en fait, ils ne voient toujours pas où vous voulez en venir. Bon, ne vous étonnez pas de ce qui va arriver autour de vous chaque fois que vous allez ouvrir la bouche ou bien vous allez vouloir poser des actes parce que vous êtes innovateur. Donc, ça n'existe pas ce dont vous parlez, mais ça existe. Et puis, vous aimez bien la famille et tout. Donc, moi, fort de cette fiche technique, de ma personnalité, Mhm. ben, en venant commencer le domaine Bini, je ne m'attendais pas à un quelconque soutien, une compréhension tout de suite. Mais là, j'ai compris où je faisais quelque chose. C'est, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas mis en place notre politique marketing, ou bien finalement, on a mis en place indirectement. Mhm. C'est qu'à peine on commençait, on nous a vu à un salon de tourisme à Abidjan, que les clients ont commencé par venir. Bon, moi, je disais que je n'étais pas prêt. Mhm. Et ils me disaient, est-ce qu'on peut marcher? Oui. Est-ce qu'on peut manger? Oui. OK, ben, vous êtes prêts? Bon, vous voyez, et l'engouement, tout de suite par la gente, par les expatriés, je Mhm. commençais à me poser des questions de ce qui s'est passé autour de moi. Parce que, Il y avait un engouement en fait qui dépassait peut-être vos oui, attentes au départ. oui, parce que imaginez entre Abidjan et Yamoussoukro, qu'est-ce que vous pouvez trouver là-bas? On n'est pas du côté d'Assini. Mhm. Oh, voilà. Ça, c'est de un. Et puis juste une tablette où tu es sur Facebook et puis tu n'as même pas d'électricité avec 20% tu haut. Et puis, ah, monsieur Bini, on aimerait venir, nous sommes 5. OK. Et puis, ben, ils arrivent et Et puis à ce moment-là, vous vivez où? et je vivais sur place. Voilà. Donc, Vous êtes dans le champ, dans le le premier champ, champ que vous aviez. voilà, en ermite. Donc, vraiment, je ne doutais de rien. J'ai traversé Abidjan, je suis allé vivre là-bas complètement en ermite. Je venais une fois par mois, un seul jour par mois, et puis je Sur retournais Abidjan? sur Abidjan et je D'accord. dormais. J'étais l'un des rares propriétaires, entre guillemets, qui dormait dans sa plantation parce que tout le monde dort au village, puis on vient au champ, là. Mhm. Mais moi, je dormais là-bas, et puis voilà. Donc, je ne comprenais pas ce monde qui arrivait sans que je ne pose d'acte commercial, Oui. Sans de faire de communication, sans publicité. faire de publicité. Et puis, j'ai vu que ça commençait à être exponentiel. Moi, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce que je fais, mais faire quelque chose de bien, mais je ne sais pas quelle est la partie de ce que je fais qui est bien, mais ça n'arrête pas de venir. Donc, je vais continuer dedans. Et puis, je vais mettre mon intellect en marche pour comprendre Mhm. c'est quoi cet engouement. Et puis, de type expatrié au début, Mhm. vous voyez. Et puis, bon, ben, donc, j'ai continué. Et puis, je voyais que ça faisait effet boule de neige. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposiez justement? Ce que je proposais, c'était de permettre à ces personnes de façon continuelle d'avoir, d'être en plein cœur dans la culture. Mhm. D'une part, en plein cœur dans la nature Mhm. et qu'ils puissent profiter de cette nature en toute quiétude. Donc, c'était un concept, comme je disais, une journée se fait en 3 phases. Contempler la nature, donc c'est une marche pédagogique où on explique tout. Souvent, ils savent déjà, mais ils veulent de l'explication, la version ivoirienne africaine. Si tu Mhm. leur montres un fromager, ils disent, bah oui, je sais. Bon, dis-moi plus. OK, les feuilles de fromager, on prend pour faire ça. Les écorces, pour soigner tel type de maladie. Voilà, ils veulent savoir ce qu'on fait avec. Les singes venaient taper les bois. Voilà, ils cherchent. Mhm. Voilà, et quand tu leur montres, imaginez, nous sommes le premier pays en matière de cacao. Oui. Mais pour visiter une plantation de cacao, c'est la croix et la bannière. Mais avec nous, même si tu prends ton avion ce soir, tu as le temps de venir visiter. On n'a pas besoin de s'organiser, là. C'est déjà Mhm. organisé de façon continue. Et ça aussi, ça fait un impact. Ensuite, pouvoir plonger dans un lac, dans un ruisseau, qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire? Donc ça, nous, on a apporté aussi avec une certaine quiétude. Et en joignant tous ces trois, et ils découvraient la gastronomie Mhm. ivoirienne et dans toute sa splendeur, parce qu'on ne se contentait pas juste d'un type de plat,
On montrait plusieurs types de plats qu'ils devaient déguster. Et comme je venais du Canada, je connaissais aussi la norme. Je sais qu'ils n'aiment pas le piment et tout. Donc, on essayait de dissocier certaines Mhm. choses. Je sais qu'il ne faut pas trop mettre du sel. Il fallait qu'ils sentent qu'on s'occupe d'eux et qu'on Mhm. n'est pas là pour chercher directement de l'argent. Mais on voudrait d'abord qu'ils soient satisfaits. Et s'ils sont satisfaits, mais à eux d'évaluer la valeur de ce qu'on donne, parce qu'ils savent qu'il y a de la valeur dans ce qu'on donne. Ils peuvent mieux quantifier que nous cette valeur-là. Donc, faire vivre une expérience Faire vivre une au-delà de vendre expérience. un produit. Exactement. D'accord. Exactement. Comment vous viennent les idées de la tyrolienne, du bain d'argile? OK. Bon. Alors, comme je disais tantôt, quand on finit de faire la marche pédagogique, par exemple, Mhm. et qu'on finit de prendre notre repas, nous sommes autour de midi 13 heures. Bon, on se regarde, il faut bien faire quelque chose. Oui. Et comme de l'autre côté, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, j'ai vu que toutes ces activités qui se passaient, il y avait toujours un petit espace pour que les enfants s'amusent, une sorte de parc de jeux pour les enfants. Ils disent, bon, moi, je vais faire quelque chose de façon très naturelle, mais pour tout le monde. Mhm. Parce que, bon, on a assez d'énergie et tout, d'où l'implantation d'une tyrolienne. Mhm. Et puis après, je me suis dit, mais il faut qu'on se repose. Ben, on a nos hamacs habituels, mais c'est un hamac d'une personne. Moi, comme j'aime la convivialité, ah ben, j'ai créé mon big hamac qui peut prendre jusqu'à 20 personnes. Parce que Un je Mac voulais géant. un hamac géant. Je voulais qu'on soit tous ensemble. Ensuite, j'ai trouvé qu'on avait pensé aux personnes vigoureuses, si vous voulez, aux enfants et tout. Et puis je disais, mais nos femmes, nos mamans, nos jeunes filles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire après? Après, je me suis dit, mais tiens, quoi, comme c'est des dames, les gens veulent toujours traiter leur peau, être belles et tout. Et ces femmes-là veulent être belles et toutes ces choses-là. Mais pourquoi ne pas faire quelque chose avec de l'argile? Donc, je me suis mis à chercher de l'argile. Mhm. Et là, on a pu trouver, Dieu merci, de l'argile sur place. Et donc, on a créé le bain d'argile. Et dès qu'on a fait les premiers gisements, l'engouement des premières personnes qui ont commencé à venir nous ont poussé à améliorer notre technique. Et maintenant, on a un véritable bain d'argile. Donc, l'après-midi, après le repas, vous avez le bain d'argile, vous avez la tyrolienne, et puis bon, maintenant, après, vous avez des pétanques, du dos à Wally, Maracana. En tout cas, vous ne vous ennuyez pas. Et si vous ne faites rien, ça fait partie aussi de notre activité. On peut se Être, reposer. être à l'écoute de la nature, Oui. te coucher quelque part, ça te ressource aussi. Alors, l'écotourisme est très en vogue, hein, Oui. parce qu'il répond certainement à un besoin de revenir aux Mhm. choses un peu plus simples et à la Mhm. nécessité de voyager de manière plus responsable. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un fourre-tout. Alors, vous qui êtes un expert dans le domaine, Oui. qu'est-ce que l'écotourisme et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Mhm. Alors, vous savez, on parle de tourisme aujourd'hui, mais il y a toutes sortes de tourisme. Mhm, Il y a le tourisme balnéaire. Quand tu viens pour la plage, tous ceux qui vont à Cuba, tout ça, c'est le tourisme balnéaire. Il y a tout ce qui est de style safari. mhm, Hein, on les voit en Afrique du Sud, au Kenya. oui. Il y a le tourisme culturel. Donc, quand tu viens pour la fête des Ignames, ou bien, la Bissa, ça, c'est du Mhm, tourisme culturel. Il y a le tourisme de nature, tout ça. Et bon, ben, depuis plus de 20 ans, 30 ans maintenant, il y a un concept qu'ils ont essayé de développer, puisque avant, les gens partaient pour tuer les animaux et tout. Maintenant, ils ont tous conscience et ils veulent changer la donne. Et ils ont trouvé que on doit faire du tourisme durable. mhm. Et dans ce tourisme durable, il y avait encore on vacillait encore un peu. Or, le tourisme durable, il y a la partie écologique, il ne faut pas polluer la planète, etc. Et il ne fallait pas aussi laisser les populations de côté. Et donc, c'est là qu'ils ont sorti le concept d'écotourisme. Le premier pays en matière d'écotourisme, c'est le Costa Rica, Mhm, qui a 58 km² et tout, mais c'est une seule culture, mhm. ou plus ou moins. Et donc, la définition de l'écotourisme, c'est la jonction entre la culture Mhm. et la nature. Parce que selon l'ONU Tourisme, avant c'était, ils ont changé de nom, maintenant c'est l'ONU Tourisme. Lorsqu'un touriste visite une nature, déjà on parle de nature, Mhm. et que ce dernier puisse jouir de la culture des populations qui vivent dans cette nature et que quelque part, il y a des retombées économiques pour cette population. C'est ça aussi. Avec un fonds de protection de la nature, Mhm. il vient de poser un acte d'écotourisme.
Donc, moi, je dirais que l'écotourisme, c'est le summum du tourisme durable. Oui, Et nous qui faisons du tourisme selon des us et coutumes, c'est comme ça qu'on a compris 2 ans après qu'on était en plein dans l'écotourisme. effectivement. Parce que c'est la nature plus la culture. Or, qui présente mieux la culture aujourd'hui pour ne pas trop se donner des ailes, mais dès que vous arrivez chez nous, on est déjà dans la culture, hein. On vous accueille de façon traditionnelle, on vous donne le vin de Pam, la noix de coco. Si vous êtes au nord, on vous donne le zomcom. Si vous êtes à Tabou, on vous donne la cola et le piment. Vous êtes en plein dans la culture. Mhm. On vous demande des nouvelles et vous êtes dans la nature. Vous nous trouvez que dans la nature et en même temps, on vous donne la culture des peuples qui vivent là. Est-ce que vous pensez que le tourisme de masse Mhm. est une chose vers laquelle la Côte d'Ivoire pourrait tendre? Touristes de masse, bon, je sais que nous sommes troisième en matière de tourisme d'affaires. Mhm. Maintenant, le tourisme de masse, ça peut arriver. Peut-être que notre chance, c'est que ce tourisme de masse n'a pas encore atteint des objectifs majeurs en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut être un tourisme de masse contrôlé. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour être le porte-étendard de l'écotourisme. Ça doit être le bastion de l'écotourisme. Mhm. Alors, donc, oui, le tourisme de masse, mais contrôlé. Parce qu'il viendrait justement challenger Voilà. cet écotourisme. C'est écotourisme, parce que quand on parle de tourisme de masse, dès qu'on dit tourisme de masse simple, tout le monde voit déjà pollution Oui. partout. Ça fait pas du n'importe quoi, mais je veux dire, il y a des pays aujourd'hui, tu es obligé de faire une réservation 6 mois avant d'aller sur le Machu Picchu parce que Mm, mm, on mm, veut mm. contrôler. Donc, oui, le tourisme de masse, parce qu'on a plein de richesses en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de mauvais coin. En parlant de diversité de paysages, Mhm. de patrimoine en Côte d'Ivoire, vous avez aujourd'hui 9 sites, Oui. 9 domaines Bini aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Mhm. On a le premier, donc Bini Forêt, Oui. au kilomètre 51, à 1 heure d'Abidjan. Mhm. On a entre autres Bini Poro, Mhm. à 4 kilomètres de Korogo. Oui. On a Bini Tompi, Oui. près de Mans. Oui. Bini Plélé, du côté de Tabou. Oui. Comment s'est construite cette expansion et pourquoi? Ah, comment s'est construite cette expansion? Alors, comme je vous disais, moi, quand je suis arrivé, euh, je voulais faire mon tourisme selon les us et coutumes. Mhm, Honnêtement, j'ai jamais pensé, je suis pas venu avec un plan d'affaires, j'ai jamais pensé être là où je suis aujourd'hui parce que c'était pas dans mes objectifs. Moi, mhm, j'avais déjà réussi de faire mon domaine béni selon les us et coutumes au kilomètre 51. Mais après, j'ai vu que les clients étaient demandeurs mhm, et c'est eux qui m'ont... Nos clients, nous les appelons nos compagnons. mhm. Donc, tous nos clients sont nos compagnons. Donc, c'est eux qui nous boostaient pour dire, mais monsieur Bini, il y a la lagune, nous, on aimerait pêcher, on aimerait faire de la pirogue. Et c'est comme ça que Bini Lagune est sorti. Et quand Bini Lagune est sorti, c'est devenu, à un moment donné, c'est devenu une réserve naturelle partielle. Et l'Office citoyen des parcs et réserves, en venant prendre possession de cet espace, nous découvre Mhm. avec beaucoup de joie et il nous convoque. Et après plusieurs échanges, un partenariat sur nous pour développer les parcs et réserves tant que faire se peut. Donc, du coup, on a eu Dahlia Fleur, nous avons eu Oui, le parc d'Azani et tout. Et chemin faisant, la SODEFA aussi vient nous voir presque de façon manu militaire pour dire ben, l'écotourisme, ça doit s'implanter aussi chez eux. Et du coup, on a eu Hippopotame, Domaine Béni oui. Hippopotame, etc. Maintenant, avec les collectivités, il y a eu des partenariats c'est comme ça pour eux est sorti, moi est Il y a sorti. l'UNP, HB Et aussi. voilà, à un moment donné, les universités nous ont fait signe pour dire, Monsieur Béni, il faut que vous implantez. Et là, donc, là, maintenant, on est passé en phase universitaire. Donc, on a au moins 3 universités qui veulent l'implantation du domaine Béni. Nous, on regarde la chose venir et puis on voit qu'on a les capacités ou même si on n'a pas les capacités, on s'est dit, le client ne peut pas attendre, on ne peut pas prendre son billet d'avion pour venir faire juste 2 domaines Bini. Il Mhm, faut qu'il y ait plusieurs activités de côte pour qu'il capitalise le temps qu'il va mettre en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, malgré qu'on n'avait jamais eu de financement, et étant donné que nos compagnons, c'est-à-dire nos clients, nous soutenaient par ce débordement, on était tout le temps full, on dit, ben, on va désengorger. mhm. On va désengorger. Donc, tout ça, l'un mis dans l'autre, ça nous a encouragés à travailler. Et puis, avec ces nouveaux partenaires, là, ben, voilà. En plus, qui plus est que
Comme je dis, hein, le pays a tellement de beauté. Mhm. Et comme j'aime l'aventure, c'est la preuve aussi. Donc, je n'ai pas peur d'aller jusqu'au dîner, vous voyez un peu. Donc, j'ai pratiquement fait toute la Côte d'Ivoire avec ma famille en vacances. On le refait. C'est-à-dire, on passe et puis après, le goudron arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on D'accord. faisait ça, c'était, le pays était en chantier, mais on n'hésitait pas là, il fallait faire 2 heures, nous, on mettait 6 heures, mais c'est pas grave. Mhm. Aujourd'hui, peut-être on peut mettre 1h30. Mais on l'a fait. Tout à l'heure, vous parliez de stratégie marketing. Oui. C'est vrai qu'on remarque bon, sur les réseaux sociaux, sur les sites du domaine Bini, on vous Mhm. voit, c'est vous Mhm. qui faites la promotion des activités, des endroits, Mhm. mais en vérité, vous ne faites pas de campagne publicitaire, vous Mhm. ne communiquez pas sur les médias, les clients font la publicité pour vous. Mhm. Est-ce que vous envisagez d'aller vers une stratégie marketing, quelque chose d'un peu plus, je dirais, élaboré dans le sens grande campagne pour éventuellement étendre l'influence, ou vous pensez que là où vous êtes, c'est déjà une stratégie marketing? Vous savez, il faut avoir l'intelligence de, de bonifier ou bien de capitaliser quelque chose qu'on voit qui marche bien. Oui. Bon, alors, pour résumer, vous commencez l'activité et puis au bout de 6 mois, vous avez des journalistes, des chaînes internationales Mhm. qui vous font signe pour dire ils vont faire une émission sur vous. Bon, tu es en mode panique là-dessus, je sais pas, et puis tu vous dis non, c'est quelque chose qu'on doit montrer. En plus, vous n'êtes pas encore prêt, et puis de bouche à oreille, vous voyez que déjà de 30 personnes dont vous rêviez, Mhm. parce que c'était ça mon objectif. Moi, je mets 30 personnes par semaine, la vie est belle. Je cherche pas par là bah, quelqu'un, je n'ai plus rien à démontrer au monde entier. Je vis ma vie dans ma nature. C'était ça mon rêve. Et là, vous êtes obligé de Et plafonner puis à là, tu combien? ne comprends pas, tu as 60 personnes, tu fais des gens, Houston, nous avons un problème parce que moi, Oui. c'était 30 je voulais. Alors, tu remets 30 dans la nature, l'argent de 30 dans la nature. Et puis, au bout de même pas 2 mois, tu vois que maintenant, au lieu d'avoir 30 clients la semaine, tu en as déjà 100 le samedi. Mhm. Bon, tu remets 50 dans la nature et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors, est-ce que tu vas aller faire une publicité pour que les gens viennent? Déjà, Vous réinvestissez plutôt. voilà, on réinvestit. Et puis, je vois que le client, il a atteint un certain degré de satisfaction Mhm. qui fait que c'est lui qui dit, il faut aller au domaine Bini. Bon, donc nous, on dit, bon, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, puisque tant que le bouche à oreille marche, ça veut dire qu'on fait bien. Mhm. Voilà, parce qu'on aurait pu aussi, ça pourrait être dans le sens contraire. Mhm. Mais aujourd'hui, la politique marketing, c'est de donner l'information pour dire, il n'y a pas que Béni Forêt, Béni Lagune, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Et puis, être à l'écoute du client pour passer à un autre niveau, parce qu'il y a une catégorie de clients qui ne peuvent pas venir compte tenu de leur statut. Mhm. Et puis, on est capable aujourd'hui de faire des cabanes VIP tout en étant naturel. On est capable d'innover, de bonifier. Donc, c'est à ce niveau de réflexion que nous sommes. Donc, passer à une offre plus premium. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et je sais que on en a les capacités. Mm. Donc, c'est vers ça que nous tendons. Voilà. Alors, 9 sites dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Combien ça coûte de créer un site, ou en tout cas de valoriser un site? Alors, nous, quand on arrive, comme j'aime dire à certaines personnes, ah, monsieur Bini, j'ai ma terre ou bien j'ai ma plantation, j'ai ma forêt, venez voir. Je dis non, c'est pas comme ça se passe. Mhm. D'abord, la première condition, il faut un wow. On me dit, c'est quoi le wow? Je dis, mais que tu sois blanc ou noir, si tu as vu le coin, tu fais wow ici, là. Ça, c'est la première Mm. condition. Il faut qu'il y ait un potentiel. Il faut qu'il y ait un potentiel. Peu importe, montagne, grotte, machin, il faut qu'il y ait un potentiel. De deux, il faut qu'il y ait un village. Mm. Notre concept, c'est un écosystème, un village, une activité écotouristique. S'il n'y a pas de village, on ne va pas aller embaucher des gens depuis Abidjan. Mhm. Nous, ce n'est plus d'écotourisme là. Donc, il faut absolument un village, même si c'est à 2, 3 kilomètres. Et puis, ben, à partir de là, nous, on apporte la troisième condition de faire le montage. Oui. Donc, nous, on s'installe sur une superficie allant d'1 hectare à 2 hectares, mais parce qu'il y a tout un wow autour de nous, ça fait toute une végétation imprenable. Et, et ce montage-là peut tourner au minimum démarrage. Sur 3 mois, on peut passer d'une fourchette de 30 à 50 millions.
C'est bon. On peut dire que vous avez pris votre temps, que vous avez eu le temps de peaufiner, de voir venir. Oui, et on a mis un peu plus de temps parce qu'on s'était dit, bon, le concept, il est là. On n'a toujours pas de prêt bancaire. Bon, peut-être des gens plus natifs vont s'y mettre. Mhm. Donc, on s'attendait vraiment à une certaine concurrence. Donc, et puis, on avait peur de s'étendre, mais après 5 ans, on s'est dit, bon, prêt ou pas prêt, nous, on y va, hein. Mhm. S'il faut prendre tout le pays, on le prendra, mais c'est pas parce que on a l'objectif du, hein, mais on estime que le touriste aujourd'hui, ils font des circuits, plus on fait des bini, plus ils font des circuits et les Ivoiriens se sont accaparés aussi. C'est surtout Mhm. ça qui nous a encouragés. Vous savez, au début, il y avait 95% de notre clientèle qui était européenne. Mhm. Malgré que ces 95 ont augmenté de façon exponentielle, il se trouve que les Ivoiriens sont à 80% aujourd'hui. Donc, vous imaginez un peu. Donc, aujourd'hui, la masse financière que moi je reçois, c'est des Ivoiriens. Si c'était des expatriés, oui, pendant des périodes de congés, de vacances, ça va marcher fort. Peut-être c'est une sorte de. Mais aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui s'accaparent du domaine Bini et je trouve que c'est formidable. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Ivoiriens n'aiment pas la nature. Effectivement, rien que par l'exemple, Oui, de montrer que ça fonctionne, que c'est quelque chose de rentable, oui, à condition certainement d'être patient patient. et moins dans le glamour, dans le m'as-tu vu, Oui, c'est plus ça. près de la nature. Plus près de la nature, voilà. Et comme j'aime leur dire, hein, vous savez, en matière d'écotourisme, là, on parle de centaines de millions. Mhm. En écotourisme, on parle à peine de dizaines de millions. Tu fais ton écotourisme. Quelqu'un qui a un hôtel va se dire, il me faut une piscine. Moi, j'ai dit, ça me prend un lac ou un marigot. J'ai fini de construire ma piscine. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Oui. Donc, pendant qu'on te fait un devis de 10, 15, 20 millions pour la piscine, moi, avec, allez, allons-y avec 2 millions, parce que maintenant, je mets des pirogues, j'achète des pirogues, des Mhm. canoës et tout. Mais juste le petit nettoyage, l'aménagement, ça va te coûter combien? Même pas 500 000. Et puis, c'est déjà prêt, là. Toi, ta piscine, peut-être, va mettre 4, 5 mois avant d'être prêt. Mais nous, Mm. là, tout de suite, là, on rentabilise. Mais ça t'a coûté combien? Bon, Mhm. voilà. Et je vais dire, les matériaux, c'est les matériaux du village. Donc, c'est pas importé. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée, les taxes, les impôts, les machins, tout ça. Mhm. Ensuite, la nourriture. C'est pas de C'est la nourriture local. importée. Quand on est à Korogo, c'est la sauce chonron, le kabato, Mhm. la sauce da, c'est les hommes comme. Ben, ça, c'est les villageois qui le font. Vous voyez un peu. Mhm. Donc, tout est local. Or, si c'est local, c'est ce qu'ils mangent d'habitude. Même quand ils sont dans leur pire pauvreté, c'est ce qu'ils mangent. Mhm. Il se trouve que cette pire pauvreté est devenue la denrée première même de ton enrichissement. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça. Et quand le client vient, c'est ça qu'il veut manger. Du coup, toi-même, tu reconsidères ce que tu manges. Tu dis, mais mon bissap, finalement, il est bon. Je n'ai pas obligé d'aller boire une boisson gazeuse puisque tous ceux qui viennent veulent boire mon bissap, veulent boire mon vin de palme. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est même plus facile de faire de l'écotourisme Mhm. que de vouloir faire du tout avec beaucoup de bling-bling. Mais ça vient compléter. L'un n'empêche pas l'autre. Mhm. Voilà, mais ça vient compléter. Voilà. Vous Surtout en êtes Côte prêt à d'Ivoire. la transmission, donc. On a commencé déjà. Vous avez On commencé. a déjà commencé, voilà. On a D'accord. commencé parce que si vous voulez que cette clientèle, si vous voulez que ces tours opérateurs viennent en Côte d'Ivoire pour faire de l'écotourisme, pour faire du tourisme de nature, ou toutes ces choses-là durables, il faut qu'il y ait suffisamment. Parce qu'ils veulent capitaliser les 10 jours. Quand tu Oui. quittes en Europe, au Canada, aux États-Unis, pour venir déjà, eux, ils n'ont que 2 semaines de congé, mais tu perds déjà 4 jours dans ton voyage. Mhm. Le billet d'avion, l'avion pour venir, L'aller ça et te le fait deux retour. jours. Allez, donc les 10 jours qui restent, ils sont pas là ils sont pas là pour tergiverser. Ils veulent voir, 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 voir. Ils veulent capitaliser. Mhm. Ils veulent arriver chez eux KO. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'il vous reste encore à accomplir, Monsieur Bini, disons dans les 10 prochaines années? Ah, c'est une question compliquée, hein. Bon, honnêtement, Compliqué et simple, parce que ça dépend de la vision que vous avez. oui, bon, vous savez, comme je disais, hein, moi, je suis venu, je voulais avoir mes 30 clients par semaine. Bon, là, maintenant, Là, vous êtes à plus, 200. plus je me plains, plus ça vient. Donc, je préfère ne pas trop parler, mais je suis prêt à continuer à développer parce qu'on n'a pas fini toute la Côte d'Ivoire. Mhm. Et puis, comme on dit, on monte pas son village avec sa main gauche. Donc, vous voyez, là, on est aux 4 coins de la Côte d'Ivoire, mais du côté de ma région, je n'ai pas encore, j'ai tout Vous êtes originaire d'où? de la région de Bondoukou.
Oui, On a d'accord. tout prépositionné, tous les équipements, Mhm, mais comme en tant qu'homme d'affaires, on a voulu développer là où le tourisme a commencé à aller pour pouvoir rentabiliser vu que tu mhm, n'as pas de financement. Maintenant, nous tournons, nous allons reparamétrer nos actions parallèlement, mhm. tout en développant ailleurs, mais développer aussi, nous, notre région en matière de tourisme pour montrer que ben, on a suivi les traces de nos ancêtres. Tu peux pas parler des us et coutumes et puis chez toi, il n'y a rien. Donc, Oui. ça, c'est une des conditions actuellement. Et puis, en deuxième lieu, j'estime que il faut que chacun de nous accepte que nous aussi, hein, nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Mhm. Nous pouvons euh, inventer, si vous voulez, parce que je vois souvent les gens dire oui, c'est les Noirs qui ont inventé ça, c'est les Noirs qui ont fait les premiers. Oui, mais ben, si c'est eux, c'est que tu fais partie de leur ADN, mais continue à démontrer on peut créer. Merci en tout cas à vous pour Merci ce beaucoup. travail que vous faites de sensibilisation, d'information et Mhm. de transmission. Merci bien. Merci infiniment pour cet échange. Merci à vous C'était aussi de très nous instructif. permettre de partager notre passion. Oui. Nous y croyons et puis nous pensons que c'est quelque chose qui peut venir soulager une bonne partie de nos dirigeants, de nos Mhm. parents et tout, parce que ça apporte une valorisation de chacun de nous et puis une sorte d'économie durable de façon permanente dans les villages où nous sommes, Mm. dans les régions même où nous sommes. Voilà c'est ce que je peux dire. Donc, merci à vous de nous permettre de pouvoir mettre ça en exergue. Merci, Monsieur Je Bini. vous en prie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de City Mag, le podcast.